Bonsoir à vous tous et merci d'être nombreux à notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité ce jeudi. C'est la Guinée qui nous intéresse. Nous évoquons donc la mise en place du Parlement Condé. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le nouveau Parlement guinéen a été mardi à sa tête un proche du président Alpha Condé qui peut désormais compter sur une assemblée entièrement à sa main alors que l'opposition l'accuse de préparer sa candidature à un troisième mandat. Dans un contexte de crise politique en cours depuis des mois, Amadou Damaro Camara a été élu président de l'Assemblée par 98 voix contre 6 à son adversaire Mohamed Lamine Kaba, à l'absence non seulement des principaux dirigeants de l'opposition nationale, mais aussi des diplomates étrangers. Mamadou Diouf, le Parlement Condé est mis en place, mais on le voit, c'est un peu comme Condé contre tous. Oui, c'est Condé contre tous, j'allais dire, qui continue. Puisqu'en réalité, ce Condé contre tous était déjà là avant les élections législatives. On a vu une bonne partie de ce qu'on pourrait appeler l'opposition significative au niveau de la Guinée boycotter les élections. Rappelez-vous encore la réaction de l'OIF au dernier moment qui a dit que les élections, ils s'en lavent les mains puisque le fichier n'était pas crédible. La réaction également des États-Unis, de l'Union européenne. Malgré tout ce qui a été dit, la seule chose que le président Condé avait fait à l'époque, c'est de reculer légèrement les élections. Les gens pensaient que c'est l'occasion d'en profiter pour remettre les choses à plat et organiser des élections en bonne et due forme qui seront reconnues et acceptées par tous. Cela n'a pas été fait. Donc, comme le dit la presse guinéenne, c'est le Parlement du président Condé qu'on vient de mettre en place. Et au moment de la mise en place, effectivement, on a vu que c'est le Parlement du président Condé puisque seuls les députés étaient présents. Il n'y avait aucune représentation d'institutions internationales comme on le voit de façon générale. On l'a laissé en quelque sorte avec son Parlement, comme le dit la presse guinéenne. Mais cela ne décourage pas le Parlement qui rapidement a procédé à l'élection de son nouveau président. Ben oui, ils sont 79 députés du RPG, le parti du président guinéen, sur les 114 députés que compte le Parlement. Ben, s'ils décident de faire quelque chose, il n'y a pas une opposition capable de vouloir les empêcher de le faire. Donc très rapidement, effectivement, ils sont allés dans le sens de mettre en place l'Assemblée, d'élire le président de l'Assemblée, M. Camara, qui, comme vous le dites, est un proche du président de la République. Et d'un point de vue constitutionnel, c'est également lui le remplaçant plutôt du président de la République en cas d'empêchement. Donc le RPG est en train de faire son travail et le président guinéen qui a comme président au niveau de l'Assemblée un proche, mais ça veut dire que dans tout ce qu'il va faire, l'obstacle peut venir de partout, sauf de l'Assemblée, alors que le rôle d'une vraie Assemblée qui connaît son rôle, c'est de faire obstacle au pouvoir exécutif quand ce que le pouvoir exécutif est en train de faire est contraire à l'intérêt du peuple. Parce que bien que les gens soient élus sur des listes de partis, quand ces gens-là sont élus, ils deviennent des élus du peuple, ils doivent défendre les intérêts des populations, pas les intérêts d'un parti uniquement. Le parti d'Alpha Condé compte 79 députés sur 114. Ça veut dire qu'on a une certaine opposition au Parlement? Opposition, c'est trop dire, puisque vous avez quelques partis qui n'avaient pas boycotté, mais vous avez des partis également, comme on le voit assez souvent en Afrique, qui participent, j'allais dire, à la galerie, qui au départ sont des indépendants, mais qui à l'arrivée se retrouvent au niveau du pouvoir. À l'élection, il y a 98 députés qui ont voté pour le candidat du RPG, alors qu'ils en ont 79, ce qui veut dire que beaucoup d'autres députés sont venus s'ajouter. Mais ça, c'est malheureusement ça, les parlements africains. On fait passer des gens pour des indépendants, mais immédiatement, dès qu'on commence à mettre en place le président du Parlement, le bureau du Parlement, puisque les gens sont intéressés par les postes et autres, vous voyez rapidement les indépendants rallier le plus souvent le parti au pouvoir, augmentant le nombre de députés que ce parti avait obtenu à l'issue des élections. Et c'est ce qu'on vient de voir également au niveau de la Guinée. Avec l'élection des députés, la Guinée a procédé également à un référendum sur la nouvelle constitution. Le oui l'a largement emporté. Ça veut dire que ce nouveau Parlement, en tout cas sur la question de la constitution, n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que déjà, le référendum, il ne faut pas oublier que c'était un forcing. Il a tout fait pour l'organiser.
Ils savaient à un certain moment qu'en organisant ce référendum, les gens risquaient de le boycotter. On a trouvé la stratégie qui a consisté à fusionner les deux pour faire en sorte que le couplage, comme on l'appelle, à faire le couplage entre les deux élections. 90%, avec tous ceux qui ont boycotté les élections, c'est 90% de quelle portion des Guinéens? Parce que ce n'est pas 90% des votants, encore moins de la population de la Guinée. Alors que cette question de la réforme de la Constitution, c'est ça qui avait mis en place ce front de partis de l'opposition et d'organisations de la société civile qui voulaient s'opposer à la modification de la Constitution, puisque pour ce front, la modification de la Constitution a un seul but, faire en sorte qu'on remette les compteurs à zéro et que le président Condé soit en mesure de se présenter pour une troisième fois en disant qu'on vient de modifier la Constitution. Donc il y a un mandat qui était passé avant la modification de la Constitution. Ce mandat-là, on ne va pas le tenir en compte. Il va avoir la possibilité d'être encore candidat, comme on le voit tout le temps dans nos pays avec les réformes constitutionnelles. Finalement, quel est le chantier ou les chantiers de cette nouvelle Assemblée? Convaincre d'abord le peuple guinéen. Puisque quand vous avez été mal élu, la première chose que vous devez faire, c'est de pouvoir convaincre ceux qui devaient vous élire, pour que quand vous allez dire à ceux-là, nous sommes les députés du peuple, que les gens vous reconnaissent comme des députés du peuple, au lieu qu'on vous considère, comme la presse a commencé à le dire, si c'est le Parlement de Condé, ça veut dire que c'est les députés de Condé. Bon, je crois que quand on va à l'Assemblée, il ne faudrait pas être le député de quelqu'un, fût-il le président de la République, puisque sinon l'Assemblée perd complètement son sens, puisqu'en démocratie, une Assemblée n'est pas faite pour le président de la République, une Assemblée est faite pour contrôler le pouvoir exécutif. Mais quand déjà on vous donne ce qualificatif de Parlement de Condé, vous voyez quand même le jour où le Parlement dira « je vais faire du contrôle », il n'y aura pas beaucoup de Guinéens pour y croire. La deuxième chose, peut-être que cette Assemblée va prendre ses responsabilités pour essayer de voir comment ramener une bonne partie de l'opposition politique guinéenne dans le jeu politique guinéen, parce qu'aujourd'hui, cette opposition est complètement out. Et puisqu'elle est out, c'est le Covid qui est à la base de la trêve aujourd'hui que l'opposition guinéenne est en train d'observer. Si ce n'était pas le Covid, certainement, le jour de l'installation de cette Assemblée, on va assister encore à ces manifestations monstres qui, malheureusement, se traduisent de plus souvent par des morts, puisque depuis que les manifestations ont commencé, on compte plusieurs dizaines de morts parmi l'opposition en particulier et quelques personnes parmi les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est le Covid qui fait la pause de l'opposition guinéenne. Très certainement, s'ils parviennent à vaincre cette maladie, on risque malheureusement de continuer avec cette crise qui était là avant le Covid, qui était là avant la réforme de la Constitution, qui était là avant le renouvellement du Parlement. On risque malheureusement de continuer avec cette crise politique qui ne semble pas avoir de fin au niveau de la Guinée. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui risqué de donner à ce Parlement 5 prochaines années? Oui, c'est risqué puisque l'opposition qui n'est pas d'accord avec le référendum, l'opposition qui n'est pas d'accord avec le Parlement, si l'opposition a les moyens de mobiliser, l'opposition va tout faire pour remettre en cause le Parlement qui est actuellement en place, amener la population à dire à ses députés, vous ne nous représentez pas, voire même demander à ce que l'Assemblée soit dissoute et que d'autres élections soient organisées. Mais ça va être une question de rapport de force entre l'opposition et le pouvoir en place. Et espérons au moins que les gens vont laisser cette affaire de Covid passer et qu'on puisse vaincre cette pandémie avant de retourner vers cette guerre entre factions politiques. Cette opposition a qualifié le nouveau Parlement d'illégal et d'illégitime. Alors, illégal, est-ce que c'est vraiment en cela qu'il faut qualifier le Parlement? Illégitime, d'accord, oui, mais illégal? Illégal, ça va être extrêmement difficile. Bien qu'il se fonde également sur des arguments en regardant un certain nombre d'éléments concernant le code électoral qui n'ont pas été respectés dans le processus, mais généralement, il ne revient pas à l'opposition de se prononcer sur la légalité ou pas. Tout le monde sait que dans nos pays, il y a des institutions consacrées pour se prononcer sur la légalité, et souvent ces institutions elles-mêmes sont remises en cause en disant qu'elles n'ont pas cette indépendance, mais puisque c'est elles qui consacrent la légalité, généralement quand elles consacrent la légalité, vous n'avez même pas de recours à pouvoir faire après cette consécration. Il est clair qu'au niveau de la Guinée, malgré qu'ils ont sorti des problèmes dans la procédure concernant les élections, le nombre pour les dernières élections par exemple, c'est ce qu'ils avaient dit, le président de la République ayant décidé de suspendre les élections, quand on a amené la deuxième date des élections, on n'a pas respecté
la distance qui devait exister entre le jour où le président appelle le corps électoral et le jour où les élections devaient avoir lieu. On l'a fait dans un délai qui est beaucoup plus court. C'est un problème de légalité. Mais bon, si l'institution dit que ça ne pose pas de problème, on y va. Quand l'opposition pose ce problème de légalité, ça ne peut pas aller loin. La question de la légitimité, elle se pose ça de façon extrêmement claire et évidente, puisqu'à chaque fois qu'on a vu l'opposition guinéenne sortir pour manifester, il était clair qu'il y a une bonne partie de l'opposition guinéenne qui ne se reconnaissait pas dans ce qui était en train d'être fait. Quand la presse guinéenne parle de parlement de Condé, ça montre clairement qu'on veut en faire le parlement du président de la République, mais pas le parlement du peuple guinéen. Il y a effectivement un problème de légitimité. Mais tout cela interroge quand même la stratégie de boycott qu'adopte une certaine opposition sur le continent. On l'a vu au Bénin, on l'a vu un peu au Togo. Ça ne marche pas. Les pouvoirs réussissent toujours à mettre en place les institutions qu'ils veulent et font ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est ça le jeu des pouvoirs. Le jeu des pouvoirs, c'est d'obtenir plus la légalité que la légitimité. Et en ce moment, les gens s'arrangent pour respecter un certain nombre de choses qui vont permettre à la fin qu'on entende la phrase habituelle. Il y a eu certes quelques problèmes à tel endroit, il y a eu tel aspect qui n'a pas été respecté, mais malgré ces éléments, on peut considérer que les élections se sont déroulées dans l'ensemble dans de très bonnes conditions et on donne au résultat de ces élections une validité sur le plan juridique. Et pour donner cette validité, on n'a pas besoin que l'opposition soit là ou qu'elle ne soit pas là. Et c'est pourquoi les oppositions doivent se poser la question par rapport au boycott. Est-ce que le boycott plutôt est une solution dans nos pays où parfois le souci est plus de se maintenir au pouvoir que d'autres choses? Quand on boycotte dans ces conditions, est-ce que ce boycott peut avoir l'effet recherché? La deuxième chose, quand on dit boycott, souvent dans nos pays, il n'y a pas de restriction. Le boycott marcherait mieux dans un pays où on va vous dire, par exemple, si 40% du corps électoral ne vote pas, les élections ne sont pas valides d'un point de vue légal. Souvent, dans nos pays, il n'y en a pas. Même si 10% du corps électoral va voter, on sort la majorité sur ces 10%, on dit c'est légal. Je crois que l'opposition doit revoir ses stratégies sur ce plan-là, d'autant plus qu'une bonne partie de nos pouvoirs ne sont pas sensibles à la critique morale, à la critique éthique qui va dire que mais non, on ne doit pas organiser des élections dans des conditions, il y a des règles qu'il faut respecter, etc. Une bonne partie de ces pouvoirs ne sont pas sensibles à cela. On laisse le chien aboyer, comme on dit, et puis la caravane va passer. Monsieur Damaro Camara, le nouveau président du Parlement, est considéré comme un des plus durs du parti au pouvoir, mais en même temps, en prenant fonction, il a laissé la porte ouverte au dialogue avec l'opposition. Oui, mais c'est un peu paradoxal. Est-ce que l'opposition va dialoguer avec celui qui a été le plus dur avec elle? Parce que malheureusement, c'est ça également ce qui se passe dans nos pays. On confond les institutions, on confond le jeu politique à des personnes. Un parti politique, ce n'est pas une personne. Un pouvoir, ce n'est pas une personne. La personne vient symboliser le pouvoir pendant son mandat. Après, le pouvoir reste, la personne, elle va s'en aller. Mais malheureusement, souvent, c'est la personne qu'on voit. Et malheureusement, cette dureté dont il avait fait preuve par rapport à l'opposition, même si aujourd'hui il dit nous sommes ouverts, l'opposition va toujours se rappeler que voilà celui qui faisait partie des plus durs au niveau du parti au pouvoir, qui voulait coûte que coûte qu'on aille aux élections, qui voulait coûte que coûte qu'on écrase l'opposition. Quand il appelle l'opposition à un dialogue, quelle sincérité l'opposition va voir dans cet appel? Et ça crée ce problème où, même s'il y a dialogue un jour, il faut se demander est-ce que l'opposition viendra en ayant le cœur tranquille devant quelqu'un qui avait tout fait pour écraser l'opposition. Je crois que s'il y a dialogue, ce n'est pas ce Parlement, ce n'est pas ce président du Parlement qui va le réussir. S'il y a des hommes neutres en Guinée, il faut peut-être penser à cela, que d'autres personnes sortent pour venir mettre les concernés autour d'une table et les amener à faire ce qui est l'intérêt de la Guinée, pas l'intérêt d'un parti ou d'un autre. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que Condé a son 3e mandat. En tout cas, si c'est dans ce Parlement qu'on doit prendre la décision si Condé va avoir un 3e mandat ou pas, il est clair qu'il a déjà obtenu son 3e mandat. D'ailleurs, dans la stratégie de l'opposition, il y avait cela. Les gens avaient compris qu'ils vont organiser ces élections pour mettre en place une assemblée qui va faire passer le 3e mandat comme lettre à la poste. Et c'est pourquoi l'opposition n'avait pas voulu donner en quelque sorte une légitimité
à une telle assemblée en décidant de ne pas participer à ce jeu électoral, bien que jusqu'à présent, le président Condé n'a pas dit qu'il est intéressé par un troisième mandat, mais il n'a pas dit également qu'il n'est pas intéressé par un troisième mandat. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on va passer maintenant à la pause et après, l'invité.